venons d'assister au premier congrès du mouvement africain français. Quelle impression ça nous a donné? Mais il s'agit d'un événement historique dans la mesure où le dernier congrès de cette envergure remonte à plus de 5 décennies. Donc il y a 53 ans. Il y a eu des mouvements qui se sont succédés en France. Je citerai la Ligue de la défense de la race nègre, fondée au sortir de la Première Guerre mondiale par Thiemoko Garan Kouyaté, et Tovalu Kenom et d'autres. Il y a eu le GAREP, qui était un mouvement dirigé par Amadou Matarmbo et une femme d'origine daobéenne, Solange Faladé. Il y a eu la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui a fourni à l'Afrique la plupart de ses dirigeants actuels, notamment le président de la Guinée, Alpha Condé, fut président de la FEANF, avec Robert Dossou et d'autres. Donc, aucun de ces mouvements, ne parlons pas du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, très médiatisé, hein, aucun de ces mouvements n'a pu prospérer. Parce que le contexte français est un contexte particulier. C'est un pays qui se réclame d'une tradition égalitaire et qui préconise l'assimilationnisme, mais qui n'a pas de cadre institutionnel pour intégrer les populations d'origines diverses. Je termine, hein, c'est pas, je ne voudrais pas, je voudrais d'un jet donc faire mon intervention et après donc vous pourrez commenter. Vous pourrez commenter. Donc ce que je veux dire après cette rétrospective rapide, il y a la perspective. La perspective, c'est-à-dire la capacité de voir loin. Hein? Dans cette perspective, force est de reconnaître que le seul mouvement qui préconise, si vous voulez, le lobbying, c'est un mot qui dérange en France. Mais ça veut dire tout simplement mettre sur pied un réseau d'entraide, de solidarité et de partage entre des personnes qui sont discriminées. Donc le lobbying, ce n'est pas en soi un groupuscule contre la République, puisque aussi bien le lobbying respecte les lois de la République, et ceci scrupuleusement. Et quels sont les avantages du lobbying? Le premier avantage, c'est que les membres de cette communauté cessent de quémander et de déléguer leurs droits naturels à la connaissance d'eux-mêmes. La connaissance de soi ne se délègue pas. Dans la mesure où l'histoire est écrite par les vainqueurs, il est normal que Bonaparte, Napoléon soient un héros ici. Mais vu d'Haïti, ce n'était pas un héros. Hein? Pas plus que vu d'Angleterre, ce n'était pas un héros. Le héros, c'est l'amiral Nelson. Donc, les Africains doivent rédiger leur manuel d'histoire. C'était donc ça le sens de notre contribution, où nous avons mis en évidence cette tentative d'occultation de l'apport des Africains à la civilisation française. La deuxième chose, c'est la prise en charge économique de la communauté. Et il saute aux yeux que nous sommes une des communautés qui consomment le plus, donc nous apportons le plus de richesses à la nation, mais en termes de répartition des fruits de la nation, nous sommes les derniers. Et nous ne consommons que des produits de luxe, hein, à l'exclusion de tout ce qui peut permettre de lever un fonds d'investissement et de mettre en place des stratégies gagnantes. C'est-à-dire produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Troisièmement, il y a les relations entre la France et l'Afrique. Souvent, on a l'impression que tout doit dépendre de la classe politique française et de sa capacité à se remettre en question. C'est méconnaître les richesses de l'Afrique et ses potentialités. Si un homme d'État français se mettait à faire des promesses et à dire qu'il va du jour au lendemain retirer toutes les bases militaires et mettre un terme au franc CFA, cette anomalie, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le niveau de vie des Français va baisser. Et la France risque de se retrouver au rang de l'Albanie dans le concert des nations. C'est la raison pour laquelle, conscient de cette réalité, de l'extrême gauche à l'extrême droite, personne ne peut
mettre un terme du jour au lendemain. Par contre, s'il se constitue une société civile panafricaine, si les Africains commencent à comprendre que le problème n'est pas malien, le problème n'est pas ivoirien, le problème n'est pas dioula ou yoruba, parce que si vous ne marchez pas en ordre comme on veut, on vous envoie votre rébellion, que ce soit en Azawad ou ailleurs. Alors ceux qui pensent que les rebelles c'est bon pour la Côte d'Ivoire mais pas pour eux, ils sont en train de déchanter. Donc il n'y a pas cette solidarité africaine. Plus grave, l'Union africaine est financée à hauteur de 70% par l'Union européenne. Donc elle ne peut pas prendre des décisions autonomes, etc. Il en est de même de la CEDEAO. Par conséquent, il y a des changements structurels à effectuer au niveau de l'Afrique pour modifier les rapports de force. Dernière chose que moi je vois, c'est que la France ne peut pas se débarrasser à bon compte de toute cette jeunesse qui est dans les banlieues. Vous voyez bien que tous ces jeunes qui sont ici, on a beau dire qu'ils sont immigrés de la 2e ou de la 3e génération, ils n'en sont pas moins des Français, c'est-à-dire des citoyens français. Que va-t-on faire de ces jeunes? Va-t-on faire de ces jeunes une armée de réserve pour la délinquance? Ou est-ce qu'il faut traiter avec l'Afrique ou une organisation représentative comme le mouvement des Africains français pour sortir ces jeunes-là de la spirale de l'échec? C'est ça l'enjeu. Donc beaucoup pensent qu'il s'agit d'un mouvement communautariste parce qu'on a dit les Africains français. Non, ce n'est pas un mouvement communautariste, c'est un mouvement de solidaire. Il y a un pacte de solidarité entre tous ceux qui ont en partage les discriminations ethno-raciales, économiques, sociales, politiques. Donc nous ne disons pas donnez-nous de petites places à la poste. Nous disons nos enfants doivent être à Polytechnique, à Centrale, comme les anciens que j'ai cités, effectivement. Et tous ces gens qu'on cache là. Et donc moi je crois que c'est ça le challenge. C'est ça le challenge. Et ce n'est pas un problème de race, c'est un problème de lutte pour l'égalité des droits et des chances, mais sans faire preuve de mendicité ou d'assistanat. C'est ça ce qui est nouveau. Donc je dirais c'est la marque de fabrique du MAF. Et nous sommes très honorés de voir tous ces Africains, tous ces Afro-descendants. Parce que vous voyez, le groupe qui a ouvert, c'est le groupe Caraïbes et tout ça, et se mettre ensemble à l'unisson pour relever les défis. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Oui, monsieur. Vous avez tout à l'heure pointé le manque de solidarité dans le milieu afro. Oui. Vous avez pointé un nombre incalculable de mouvements africains qui ont disparu comme ça du jour au lendemain, sans qu'on comprenne comment. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, ça va marcher? Mais parce que tous les mouvements que j'ai pris soin d'énumérer partaient d'un principe, d'un présupposé. C'est que le salut viendra de la République et de ses institutions. Voilà. Et le diagnostic nous oblige à dire que ce n'est pas possible en période de crise. Quand il y a des crises, et d'ailleurs on parle de crise financière, mais qu'est-ce que l'Afrique va dire alors? Nous on n'a même pas de crise financière. Si nous on devait se suicider chaque fois qu'il y a des crises, vous imaginez, il n'y aurait plus personne en Afrique. Donc il y a une crise morale. Il y a une crise morale ici qui fait que toutes les richesses du monde sont accaparées par quelques réseaux qui vont bombarder des pays au nom de la démocratie de la canonnière et personne ne bouge, l'opinion publique ne bouge pas. Et si l'opinion publique ne bouge pas, si un candidat gagne les élections au Gabon, comme ce fut le cas à plusieurs reprises de Pierre Mabundou, le regretté Pierre Mabundou, et qu'on dit que non, c'est la démocratie du qui perd gagne, parce que la France, elle dit qu'elle reconnaît le perdant, c'est parce que nous ne sommes pas organisés un réseau d'entraide, de solidarité et de partage. Donc c'est un échec de l'ensemble des mouvements qui ont précédé, quel que soit l'enthousiasme et la volonté des hommes, il y a un échec stratégique. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important aussi, c'est peut-être une sorte d'avertissement aussi au MAF que je lance. C'est que la République ne peut pas aussi laisser prospérer un mouvement qui cherche à sortir des pièges habituels. Donc ça veut dire que la République prendra cette disposition pour empêcher cela. C'est à nous de nous prémunir contre toutes les formes de trahison des cadres, parce que c'est par la tête que le poisson pourrit, comme on dit. Et nous avons toujours eu ce problème-là, l'impunité
de la trahison, l'absence de vigilance, le fait d'annoncer partout ses intentions avant même d'avoir agi. Et je pense qu'il y a ces mesures de prudence qui s'imposent aujourd'hui. C'est le 14 avril. Nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer, notamment le 18 juin. Nous lancerons notre appel du 18 juin depuis La Haye, qui sera le village panafricain, effectivement, où nous allons montrer la force du peuple de Gbagbo, la force de l'Afrique. Je peux poser une question concernant Dernière question. Issy Labré et Gbagbo. Non. J'ai assisté tout récemment au procès. Il y a 2 semaines, j'étais à La Haye, j'ai assisté au procès entre la Belgique et le Sénégal. La Belgique qui enjoint le Sénégal de juger Issy Labré ou de l'extrader à Bruxelles pour le faire juger. Que pensez-vous de ce volet-là? Et pour finir, que pensez-vous du futur procès? Gbagbo, pensez-vous qu'il pourrait sortir libre de cette maison-là, étant donné que Bemba y est toujours, on ne sait pas quelle sera lui. Non, la première question, vous y avez répondu vous-même. La position qui a été exprimée par la présidente du MAF est claire. Tout Africain doit être jugé en Afrique. Les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pénale. Mais je dis tout Africain. Donc il n'y a pas d'exclusif. Ma réponse est claire. Y compris Hissène Habré. Deuxièmement, il ne s'agit pas de livrer Hissène Habré comme un bouc émissaire. Hissène Habré, il a bénéficié du soutien logistique de la France. C'est la France qui a mis Hissène Habré au pouvoir. C'est la France qui a aidé Hissène Habré à se maintenir au pouvoir. Donc, il n'est plus question aussi d'envoyer les Africains comme des boucs émissaires sans juger le système qui est derrière. J'en profite pour dire que quand on parle de biens mal acquis, il faut savoir qu'un pays qui sait très bien qu'il y a des corrompus qui dirigent un autre pays et qui pourtant garde l'argent de ces corrompus, c'est un pays receleur. Donc en termes, en droit, on appelle ça du recel. Des recèlent même le Vatican, Tous ces pays sont des receleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Donc maintenant, nous souhaitons qu'on remonte la chaîne pour voir aussi qui sont les corrupteurs. Parce que la présidente a dit que l'argent de Mobutu est resté quelque part. L'argent de Bokassa est resté quelque part. Non, je ne sais pas où ça circule. Ce que je sais, c'est que cet argent revient sous forme d'investissement pour acheter des armes et saigner encore les Africains. Donc il faut qu'on en finisse avec cette histoire de corrompus en laissant les corrupteurs ne pas répondre de leurs crimes économiques. Dernier point, Gbagbo. Bon, vous savez, ma position personnelle est connue. Le problème de Gbagbo, c'est que Gbagbo incarnait 2 principes qui sont intangibles, immuables. Le premier principe, c'est le principe de la souveraineté universelle des États. Lorsque le Conseil constitutionnel d'un pays décide de l'éligibilité de quelqu'un, cette institution en France ou aux États-Unis, ça s'appelait la Cour suprême, quand elle a dit que c'est Bush qui a gagné et non pas Al Gore, aucun pays n'est parti attaquer les États-Unis. Donc nous disons, le principe de la souveraineté universelle des États s'impose à tout le monde, africain comme non africain. Deuxième principe, c'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lorsque moi je dis que c'est un homme que vous considérez comme dictateur, qui bénéficie de mon suffrage, si je suis le peuple ivoirien, vous n'avez pas à venir empêcher l'exercice de ce suffrage. Vous voyez, ces 2 principes sont appliqués pour la Chine, sont appliqués pour la Russie, sont appliqués pour le Pakistan, sont appliqués pour l'Inde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tous ces pays ont un point commun. Ils sont dans le club de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, si vous les attaquez, vous prenez des risques pour vous-même. L'Afrique est le seul continent où tout le monde va quand il veut. C'est le continent où les satellites espions sont partout. C'est le continent où les Africains n'ont même pas de services secrets. Tous les services secrets travaillent en Afrique, mais l'Afrique n'en a pas. Donc je pense aussi qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté sans sécurité. Ça a été une des contradictions de la Côte d'Ivoire. Proclamer sa souveraineté alors qu'on n'a pas les moyens d'exercer sa sécurité.
Lorsqu'un président demande à la force licorne de partir, la force licorne le nargue et ensuite vient le bombarder. Parce que nous n'avons pas la sécurité. Or, la sécurité précède la souveraineté, la sécurité précède le développement. Et tout cela, j'aurais pu dire la même chose pour la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, pas de banque centrale. Sans banque centrale, pas d'investissement, pas d'épargne. Ça veut dire que pas d'indépendance économique. Donc c'est dans ces contradictions-là que l'Afrique végète. Et les Africains français doivent constituer une force pour sortir l'Afrique de ce piège mortel, mais aussi pour œuvrer pour le rapprochement de tous les peuples, y compris le rapprochement avec les autres composantes de la nation française. Je pense que c'est ça qui fait le caractère historique de ce congrès. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont venus à titre individuel et collectif.